donc ouvrir cette journée organisée par Marie et Emmanuel et je vais dire à d'autres personnes évidemment. Donc j'ai le plaisir de parler la première pour ouvrir cette journée capitale enracinée, survivance impériale ibérique dans les capitales américaines, 19e, 21e siècle, qui est co-organisée donc par notre laboratoire études romanes et par l'UMR Mondes Américains ESNA. Cette manifestation qui se tient dans le cadre de l'Université Paris-Lumière aussi permet que se poursuive la collaboration entre notre laboratoire et le projet UPL Caput Imper, porté par Arnaud Exbalin. Cette manifestation est aussi soutenue au sein de notre établissement, alors par de nombreuses instances, la commission recherche, notre UFR, l'Institut des Amériques, que je tiens aussi à remercier, qui s'associe à nos projets de recherche et plus spécifiquement au projet latino-américain de notre laboratoire depuis plusieurs années. Cette journée fédère un ensemble important de chercheurs autour d'une thématique chère à notre laboratoire, celle des mobilités humaines, transferts culturels, circulation des langues et des cultures hispanophones, italophones et lusophones, qui se décline plus précisément pour les hispanistes et américanistes du CRIA, en une recherche autour des territoires en mouvement, mondes hispaniques du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, et propose une réflexion qui s'articule autour des usages politiques, sociaux et culturels du passé impérial des capitales de l'ancien empire espagnol en territoire américain. Bonjour. Bonjour. Ces axes de recherche trouvent parfaitement leur place dans notre projet d'équipe, dans son volet historique et civilisationniste, et y associe de fait plusieurs de nos membres, Marie Lecouvet, Emmanuel Sinardet, que je viens de citer, mais aussi Caroline Berge pour l'organisation, Dali Lachine, qui va y participer. Avec leurs invités, des chercheurs chevronnés venus de France et de l'étranger, qui ont mis ces questions au centre de leur recherche, ils vont aujourd'hui enrichir les débats par la confrontation de leurs points de vue. Je laisse maintenant la parole aux autres membres du comité organisateur. Je pense à Pierre Rabon pour le laboratoire Mondes Américains ESNA. Et je remercie donc les organisatrices de cette journée pour leur implication dans le développement d'une recherche de qualité à l'Université Paris-Nanterre. Bien, écoutez, je suis très heureux en tant que directeur de l'ESNA d'être ici, accueilli par les hispanistes de l'Université de Nanterre. Alors l'ESNA, c'est un sigle qui signifie Empire, Société, Nation dans les Amériques et en Méditerranée occidentale, ce qui ne paraît pas évident dans le sigle, puisque c'est partie de la définition du champ thématique du laboratoire a disparu. Alors, on retrouve l'Amérique latine et la Méditerranée occidentale, essentiellement à l'époque moderne. L'ESTA est un laboratoire d'historiens de l'UFR situé de l'autre côté de l'allée, sur le campus de Nanterre, qui partage un certain nombre de préoccupations avec les hispanistes des études romanes, mais qui a jusque-là trop peu travaillé avec eux, probablement. Le projet Caput Imper a été l'occasion de créer un pont entre nos deux départements, UFR, et c'est une très bonne chose. Alors on retrouve dans le programme de cette journée des préoccupations effectivement communes et qui ont à voir avec celles des historiens qui ne campent pas toujours sur des problématiques qui leur sont propres. Et on voit d'ailleurs parmi la liste des intervenants à la fois des gens, des collègues qui travaillent dans les départements de langue et des collègues qui travaillent dans les départements d'histoire, puisque il y aura même une intervention, la première je crois, d'un membre de l'ESNA, mais ce ne sera pas le seul historien qui parlera au cours de cette journée. Alors les thématiques en effet sont communes, au moins celle-ci du moins, puisque la question de l'enracinement et des survivances, deux métaphores, ce sont deux métaphores qui disent le rapport au passé. Alors le rapport au passé, c'est évidemment quelque chose qui touche de près les préoccupations des historiens, et très concrètement ici, on se pose deux types de questions. La première question qui se pose, c'est celle des temporalités.
donc survivance racine dans l'Amérique latine ou ibérique contemporaine, c'est la question de possibles legs qui seraient antérieurs à l'époque de l'indépendance. Alors l'indépendance est un événement politique, ça, je n'apprends rien à personne en le disant, mais l'histoire politique ne commande pas forcément toutes les temporalités du temps historique. Et là, bien sûr, les historiens pensent, et pas seulement eux, j'imagine, pensent à Fernand Braudel et aux différents rythmes de l'histoire. Alors effectivement, je pense qu'un certain nombre de communications montreront ici que des questions contemporaines se posent parce que des structures se sont mises en place à des périodes beaucoup plus anciennes. Ça, c'est le premier axe que je vois, le premier centre d'intérêt que je vois dans cette journée d'études. Et le second, alors, est peut-être un petit peu plus historien et un peu plus, comment dire, une histoire de cuisine interne, mais c'est la question des régimes d'historicité, pour reprendre l'expression de François Hartog, c'est-à-dire de la manière dont le passé et le présent s'articulent. Alors, c'est une question extrêmement intéressante qui a émergé dans le champ des sciences sociales au tournant du XXe et du XXIe siècle, avec, bon, je crois que c'est un grand succès médiatique, le travail de Pierre Nora sur la mémoire, et les réflexions plus peut-être confidentielles de François Hartog sur les régimes d'historicité qui ont quelque chose à voir avec le travail précédent de Pierre Nora, puisque l'idée de François Hartog, c'est qu'on vivait dans un certain rapport au passé à notre époque, qu'il a appelé le présentisme, qui distinguait notre époque d'époques passées, qui elle-même avait connu différentes manières de se lier avec le passé. Alors ces questions sont très connues, je ne sais pas, mais sont très travaillées pour l'Europe. Et faire un pas de côté et aller voir ce qui se passe en Amérique latine n'est pas sans intérêt, comme toujours. Les historiens parlent souvent du laboratoire latino-américain lorsqu'ils font ce pas de côté précisément, qu'ils imaginent comme qu'ils imaginaient initialement comme un conservatoire de formes anciennes. Là, je fais une allusion à un article célèbre paru dans la revue des Deux Mondes au tout début du XXe siècle. Alors, c'est peut-être pas l'expression, on n'est pas obligé de la conserver et de la reprendre à notre compte, mais le fait est que les liens avec le passé se font de manière différente, ne serait-ce parce qu'il y a des héritages multiples. C'est une terre de colonisation, disons, avec des héritages à la fois ibériques et des héritages autochtones. Et puis, bon, j'en prendrai un exemple très simple. Si on vit dans le présentisme aujourd'hui, c'est-à-dire que les questions du temps présent impliquent que l'on congédie le passé, que l'on l'instrumentalise au service des questions du temps présent, ça se passe assez. L'idée fonctionne assez bien pour ce qui est de l'Europe, elle fonctionne moins bien pour ce qui est de l'Amérique. Quand on pense par exemple à la défense des droits indigènes, alors c'est une question très présente, puis en même temps, ces droits indigènes, c'est des pratiques qui renvoient immédiatement au passé. Donc on n'est plus dans le présent, le passé est quand même aussi dans le présent. Donc on ne peut pas plaquer simplement ce modèle d'interprétation sur le laboratoire latino-américain qui nous invite à complexifier probablement le modèle, et c'est tout l'intérêt de travailler sur des espaces lointains. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes histoires, peut-être un peu ardues, un peu complexes quand elles sont présentées aussi vite et de manière aussi abrupte. Enfin, disons que pour terminer, je ne voudrais pas non plus tirer trop la couverture du côté des historiens, parce que si, à travers le programme Caputin-Père, les historiens participent à l'élaboration de ce programme, l'essentiel du travail a été fait malgré tout par le CRIA et notamment Marie Lecouvet. Notre contribution matérielle, ce qui justifie ma présence ici à l'ouverture de cette journée d'études, est très modeste, un petit peu par la force des choses, puisque nous étions prêts à contribuer plus largement, notamment à la venue de nos collègues latino-américains en soutenant leur déplacement et leur logement. Mais bon, malheureusement, comme chacun sait, les conditions sont assez hostiles en ce moment à la recherche et à l'échange scientifique. On espère qu'il arrivera malgré tout à se dérouler grâce aux ressources informatiques dont nous disposons. Alors moi, en tant que co-directrice du CRIA, je commence par me féliciter que nous puissions, malgré ce contexte, recommencer à organiser des manifestations scientifiques. Et de ce point de vue, je remercie Elsa qui permet en grande partie que nous soyons sur plusieurs sites en même temps et qu'on ait une trace, une mémoire de cette journée grâce à l'informatique, la vidéo.
Et puis, je me félicite que nos deux laboratoires se rapprochent pour travailler ensemble. Et c'est à Marie que nous devons ça, l'idée de cette collaboration, l'idée de ce colloque. Et effectivement, c'est une bonne chose que nous nous rapprochions. Alors, pour ce qui est de la thématique de ce colloque, moi qui travaille beaucoup sur les capitales, non pas enracinées, mais déracinées, notamment autour des diasporas cubaines éparpillées de par le monde. Je travaillais récemment sur Little Havana, et c'est une espèce de duplication de la Havane, avec 1 million d'habitants face à 2 millions d'habitants à la Havane, et une concurrence sur quelle est la véritable capitale cubaine, puisque les Cubains de Miami estiment que le castrisme a dévoyé l'identité culturelle cubaine authentique, qui a été préservée grâce à ceux qui sont partis pendant la première vague, et eux, ils ont gardé comme une espèce de flamme olympique la cubanité éternelle à Miami, et que de ce fait, c'est eux qui ont la légitimité d'être considérés comme la véritable capitale cubaine. Donc là, moi, j'ai une capitale déracinée, déplacée, et donc je vais vous écouter avec grand intérêt sur les capitales enracinées. Voilà, donc merci à tous pour cette journée.